Bonjour à tous, bienvenue sur le 12, le podcast qui vous fait découvrir ou redécouvrir celles et ceux qui ont l'Aveyron dans le cœur. Qu'ils soient aveyronnais de naissance ou d'adoption, qu'ils soient restés ici ou partis à l'autre bout de la terre, je trouve leur parcours inspirant et j'ai très envie de les partager avec vous. Ils sont la fierté de notre beau département et ils vont m'aider à faire voyager l'Aveyron un peu partout. Allez, c'est parti! Pour ce 3e épisode, je reçois Alix Bergogne, une jeune entrepreneuse aveyronnaise de 23 ans qui a fondé la marque Berga France, une marque de maroquinerie durable et engagée. Alix est une jeune femme authentique et ambitieuse. Elle a baigné depuis toute petite dans une famille d'entrepreneurs passionnés et elle s'est donné comme défi de développer une marque éco-responsable en créant comme tout premier produit une pochette d'ordinateur portable en cuir, mais pas n'importe quel cuir, vous verrez. Je souhaite longue vie à sa marque, bravo à elle en tout cas. Allez, j'arrête là mon intro, place à l'épisode. Bonjour Alix. Bonjour. Bienvenue sur le 12. Ouais, merci de m'accueillir ici. Je suis super contente de te recevoir. Donc Alix, tu es la fondatrice de la marque Berga France. Oui. Du coup, je te laisse te présenter et nous dire un petit peu l'activité de Berga France. Alors voilà, je m'appelle Alix Bergogne, j'ai 23 ans, je vais bientôt avoir 24 ans. Et voilà, j'ai créé Berga France il y a maintenant 1 an. Et Berga France, c'est une marque de maroquinerie française, durable et engagée. Je fabrique des pochettes d'ordinateur en cuir revalorisé. Donc, c'est des cuirs que je récupère en fait de stock dormant et j'en fais des pochettes d'ordinateur. Ok, super. Bon, tu es toute jeune, 23 ans. Ouais. Je vais quand même te poser la question que je pose à tous mes invités. À 12 ans, toi, tu rêvais déjà d'avoir ton entreprise comme tes parents? Parce que je précise que tes parents, ton papa Jean-Rémy est président du groupe Finadorm. Et puis ta maman Christelle, qui est à son compte, mais qui a un métier aussi de couturière à côté, qui est artiste, qui est très créative. Très créative, oui. Du coup, toi, à 12 ans, tu te voyais déjà ou tu n'étais pas du tout dans cette optique-là? Je n'étais pas du tout dans cette optique-là. Enfin, à 12 ans, je voulais être avocate. D'accord. Donc, c'était vraiment à l'opposé de ce que je fais aujourd'hui. Mm-hmm. Mais après, j'ai toujours eu ce fond où j'aimais bien entreprendre, j'aimais bien avoir des projets, les réaliser, tout ça. Donc, c'est vrai que je pense que ça a toujours été au fond de moi. Je ne l'ai peut-être pas exploré directement à mes 12 ans, mais c'est venu instinctivement. Quand j'ai eu l'idée de créer des pochettes d'ordinateur, je me suis dit, OK, c'est ma voie, je fonce. Ouais, OK. Tu nous expliqueras après comment est né ce projet. Tu as fait quelles études? Alors, j'ai fait toutes mes études à Rodez. Enfin, j'étais au collège à Pont-de-Salaire. Après, je suis allée à Rodez, à Monteil. J'ai fait de la seconde à la terminale. Et après, je suis partie à Oxford, dans la ville de Oxford, pour faire un bachelor de commerce international et management. Donc, j'y suis restée pendant 4 ans. Ouais. Ça a été les plus belles années de ma vie, honnêtement. Ouais, c'était incroyable. J'ai rencontré des personnes incroyables. Et ensuite, j'ai fait... avec le Covid, je suis re-rentrée en France. Mm-hmm. Et ensuite, je suis repartie à Bristol, puisque j'ai rencontré mon copain, en fait, à Oxford, qui, lui, habitait à Bristol. Et donc, après, j'ai aménagé avec lui à Bristol pendant 1 an, où là, j'ai travaillé pour une entreprise en tant que responsable digital. Mm-hmm. Et après, voilà, j'ai développé ma boîte sur Rodez. J'ai cru comprendre que c'était en Australie que le projet est né finalement. Exactement. En fait, durant ma 2e année d'études, je suis partie faire un semestre en Australie, à Melbourne, pour mes études. Et c'est là où j'ai rencontré une copine à moi qui avait une pochette qu'elle utilisait pour son ordinateur. Et j'ai adoré sa pochette. Je suis vraiment tombée amoureuse de son design. Enfin, j'ai vraiment adoré. Et en fait, c'est assez... spontanément que je me suis dit, OK, je veux la même, je veux ma pochette. Et j'ai fait mes recherches sur Internet pour avoir la même. Parce qu'en fait, la pochette qu'elle avait, elle, c'était une pochette qui appartenait à sa mère. Donc, elle était assez vintage. C'était pas du tout une pochette qu'elle avait achetée, qui était moderne, etc. Donc, je suis allée sur Internet, j'ai cherché, je n'ai rien trouvé. Et en fait, j'ai juste décidé de la créer moi-même avec ma mère qui est couturière en rentrant en France. Donc voilà, retour en France, je crée ma première pochette d'ordinateur. C'est assez égoïste puisque c'était pour moi à la base, c'était juste pour me créer une pochette d'ordinateur. Et au final, voilà, ça en est devenu une entreprise... une Berga France. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de projets de création d'entreprises qui sont partis très souvent d'un besoin personnel, en fait, d'un manque que nous, on a pu retrouver dans notre vie et qui fait qu'on s'est lancé pour
Ah oui, honnêtement, oui, parce que j'avais pas du tout cet esprit de créer mon entreprise. Enfin, vraiment, c'était pas du tout mon objectif. Moi, je voulais vraiment finir mes études, enfin, mon bachelor, après attaquer un master. Au final, ça ne s'est pas du tout passé comme ça, puisque quand j'ai eu cette idée de créer des pochettes d'ordinateur, j'arrivais pas à me l'enlever de la tête. Pourtant, j'avais envie de continuer mes études parce que, voilà, j'avais envie d'avoir un master, voilà, d'avoir un bon niveau. Et puis en fait, avec le Covid, j'avais pas envie de faire un master. Ça m'intéressait pas de le faire en Zoom toute la journée. Ouais. Et donc je me suis dit, ok, c'est le moment, lance-toi. Et c'est venu comme ça, ouais. Ok. Tu peux nous détailler exactement ce que c'est Berga France, du coup ? Oui, alors Berga France, pour être dans le détail, c'est une marque donc, voilà, de maroquinerie faite en France. Donc je crée toutes mes pochettes d'ordinateur en France, à Groyer. Dans le Tarn, à quelques kilomètres de l'Aveyron. Ouais. Et voilà, je crée des pochettes d'ordinateur 13 pouces. Je suis en train de créer là des prototypes pour les 16 pouces. Et voilà, j'utilise des cuirs que je récupère de stock dormant qui se trouvent dans tous les entrepôts des maisons de luxe ou dans les tanneries françaises, italiennes ou espagnoles. Et en fait, ce sont des cuirs qui sont... donc voilà, il y a 5% en fait de matière textile ou cuir dans l'industrie de la mode qui sont inutilisés et qui sont voués à être jetés. D'accord. Et donc, c'est un énorme gaspillage. Ça prend beaucoup de place, d'espace et d'énergie. Et donc, moi, en fait, je lutte contre ce gaspillage-là en récupérant ces cuirs et en créant voilà, des produits comme les pochettes d'ordinateur. D'accord, oui. Toi, tu t'es spécialisée sur les pochettes d'ordinateur. Voilà, dans un premier temps, vraiment, c'est mon objectif de rentrer dans le marché un peu de la maroquinerie par les pochettes d'ordinateur. Après, je fais aussi des porte-cartes qui sont... en fait, je récupère les chutes lors de la conception de mes pochettes d'ordinateur et j'en fais des porte-cartes. D'accord. Donc vraiment, j'optimise toutes les matières. Finalement, jusqu'au bout. Ouais. Exactement. Super, ok. Du coup, une marque éco-responsable, c'est quoi ? Une marque éco-responsable, c'est une marque qui a des ambitions éthiques, donc qui souhaite vraiment faire du mieux pour l'environnement, mais aussi au niveau humain. Donc, c'est-à-dire, au niveau de l'environnement, on va faire attention à nos matières premières, à ce qu'elles ne polluent pas trop. On va vraiment faire attention à la production, où est-ce qu'on produit nos matières, comment sont produites nos matières. Et puis après, au niveau de l'humain, c'est plus avec qui on travaille, qui est-ce qu'on fait travailler, qui produit nos pièces. Tout ça, vraiment, pour moi, ça englobe un peu une marque éco-responsable. Après, il faut faire attention, bien évidemment, au greenwashing, qui est du faux marketing, en fait, pour faire vendre leurs produits. Les grandes marques, elles utilisent des mots comme voilà, éco-conçu, éco-responsabilité, etc. Et il faut faire attention à ça parce que c'est pas forcément vrai. C'est utilisé à tort, tu veux dire ? Ah oui, vraiment pour vendre le produit, et parce qu'aujourd'hui, on a des consommateurs qui veulent plus de produits éco-responsables. Donc, ils vont peut-être se faire avoir dès qu'ils voient un produit éco-conçu ou éco-responsable, etc. Ils vont se dire, OK, c'est vraiment éco-responsable, je l'achète. Mais en fait, quand on cherche bien au fond, on voit que peut-être ils vont utiliser... s'ils disent qu'ils utilisent du polyester recyclé, ils vont peut-être utiliser 70% de polyester et 30% de polyester recyclé. Donc, c'est pas vraiment éco-responsable. Ouais. Certes, ils commencent à créer des matières, des produits avec des matières éco-responsables, mais c'est pas... voilà, il faut faire attention à ce qu'on trouve sur le marché. Il faut vraiment faire les recherches de notre côté. Oui, en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il faut vraiment s'intéresser au maximum. Et si vraiment la marque, elle est éco-responsable, elle va mettre en avant les engagements, les valeurs qu'elle prône au niveau de sa conception, de sa fabrication, jusqu'à la livraison. Enfin, voilà, oui, et puis aussi, une marque éco-responsable, c'est une marque qui montre la traçabilité du produit, c'est-à-dire d'où viennent les matières, où a été fabriqué le produit. Souvent, tout ça, c'est caché parce qu'ils ne veulent pas qu'on sache la vérité. Alors que moi, avec Berga France, j'ai vraiment voulu créer une marque transparente et authentique qui montre tout. Donc, même tous mes choix, j'ai fait des choix d'utiliser du cuir, par exemple, au lieu d'utiliser du simili-cuir vegan. J'ai mes raisons pour lesquelles j'ai fait ces choix-là.
Et donc voilà. Du coup, toi, tu trouves que c'est important de pouvoir, en tant que marque, pouvoir communiquer au maximum. Si on est vraiment une marque éco-responsable, on communique sur les engagements, les valeurs que l'on a, en fait. Ah oui, pour moi, c'est hyper important. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle j'ai vraiment décidé de créer une marque transparente, authentique, pour justifier le fait que ma marque soit éco-responsable. Parce que c'est bien beau de dire ma marque est éco-responsable, mais si derrière, on n'arrive pas à savoir pourquoi elle est éco-responsable, on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc vraiment, moi, j'ai vraiment voulu être transparente sur le choix de mes matières premières, sur le choix aussi de la production, pourquoi j'ai fait une production française. C'est sûr que j'ai eu des doutes en créant Berga France. J'ai hésité entre la production en France, la production en Espagne, au Portugal, en Turquie, qui ont été aussi des choix que j'ai faits. Et les matières premières aussi. Les matières premières, là, tu les prends où, en fait ? Donc là, tous mes cuirs, en fait, je les récupère d'une entreprise qui eux-mêmes récupèrent les stocks dormants, qui proviennent de France, Italie, Espagne, pour la plupart. Après, pour le moment, j'ai vu que ces tanneries-là en France, en Italie et en Espagne. Et voilà, c'est eux qui vont regarder l'état des pots, parce que c'est aussi des pots qui ne sont pas utilisés. Donc, des fois, elles peuvent ne pas être de bonne qualité. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse ce contrôle-là de qualité. Donc, eux le font pour moi. Et après, moi, j'achète directement chez eux pour que voilà, la peau elle soit un minimum utilisable. D'accord. Et donc, ces peaux-là, elles sont délaissées, enfin laissées de côté par les grandes maisons de luxe, c'est ça, de maroquinerie? Voilà, c'est ça. Donc, il y a plusieurs raisons. Notamment, si par exemple, ils ont commandé un certain coloris, mais que la référence n'est pas exactement la même que ce qu'ils ont commandé, ils ne vont pas vouloir tout le stock. Donc, tout le stock, voilà, il est écarté. Et si c'est une couleur qui revient en tendance dans 2-3 ans, ils vont pas penser à récupérer cette couleur-là qui a été créée 3 ans avant. Ils vont reproduire la couleur. Donc, c'est pas éco-responsable. Donc, c'est pas du tout logique en plus. Et donc, voilà, c'est fou de se dire que les grandes maisons de luxe comme ça qui mettent de côté autant de peaux. Et après aussi, il y a des peaux qui peuvent avoir un petit défaut. Il peut y avoir un petit trou sur la peau, il peut avoir une veine qui est trop apparente, et du coup, ils décident d'éliminer tout le stock. Donc, la tannerie se retrouve avec un stock de 60 peaux ou 80 peaux ou même plus sur les bras, et ils ne savent pas quoi en faire. Donc, ils entreposent, et puis les semaines passent, les années passent, et vraiment, après, ils se retrouvent avec trop de stock. Ouais. Et pour toi, c'est une mine d'or, du coup. Et pour moi, franchement, c'est une mine d'or. Puis c'est une opportunité aussi de dingue, puisque je peux déjà commander la quantité que je souhaite. Donc, je ne suis pas obligée de commander 100 mètres carrés minimum. Donc, ça, c'est chouette. Je peux commander 1 peau, 2 peaux, 10 peaux, 20 peaux. Et donc, voilà, c'est vraiment... Après, forcément, les coloris ne vont pas être tendance, ou il n'y aura peut-être pas le coloris de la tendance 2022-2023. Enfin, voilà. Donc, il faut faire en sorte de rester quand même dans la tendance, mais sans avoir exactement la couleur qu'il faut, quoi. Mais je pense que les personnes qui achètent chez Berga France vont être guidées par le fait que ça soit éco-responsable, et ne vont comprendre qu'effectivement, ils ne sont pas là pour exiger une couleur qui est tendance. Et c'est plus le geste et la démarche qui est faite. Ouais, voilà, c'est ça. Aussi. Ce que je souhaite prôner aussi avec Berga France, c'est que les personnes qui achètent cette pochette d'ordinateur, elles n'achètent pas juste une pochette d'ordinateur, mais elles achètent le nom de la marque avec toutes les valeurs qui vont avec, et que la personne qui l'achète soit fière de porter une pochette Berga France, parce qu'elle sait qu'elle a été créée dans des conditions hyper respectueuses de l'environnement et de l'humain aussi, qui a été créée avec des matières premières qui ont été pensées et réfléchies pour polluer le moins possible. Donc voilà, c'est vraiment ce que je cherche à faire avec Berga France. D'accord. Au niveau de donc le cuir extérieur, au niveau de l'intérieur, c'est fait en quoi, la pochette? Alors l'intérieur, c'est de l'Alcantara. C'est une matière 100% italienne qui est certifiée neutralité carbone depuis 2009. Donc c'est les pionniers vraiment dans la neutralité carbone. En Europe, je pense que c'était l'une des premières entreprises en fait qui ont eu ce certificat-là. Donc ils sont vraiment engagés au niveau de l'environnement. Et puis avec
Parce que forcément, l'Alcantara, ça reste une matière très chère comparée à ce que les autres proposent sur le marché. Mais j'ai fait le choix d'Alcantara parce qu'au final, j'ai vraiment raisonné avec les valeurs de leur marque à eux. Et même, j'ai eu un contact avec un commercial qui a été hyper gentil. Il était vraiment transparent sur toute l'entreprise. Et ça, vraiment, pour moi, c'est ce qui importe le plus. Donc certes, à la fin, j'ai un produit un peu plus cher, mais la qualité est incroyable. Quelles sont les valeurs justement que toi tu revendiques chez Berga France? Alors les valeurs, il y en a 3, on va dire, principales. Ce sont l'authenticité / la transparence, l'ambition et la bienveillance. D'accord, tu peux nous expliquer un petit peu Alors l'authenticité et la transparence, voilà, c'est ce que je vous ai expliqué, vraiment être transparent sur tout le choix de nos matières premières, de nos fournisseurs, de la production, etc. La bienveillance, c'est parce qu'aujourd'hui, on peut vite tourner dans un cercle vicieux au niveau de l'éco-responsabilité. On peut vite être vu comme une mauvaise si on ne consomme pas à 100% de l'éco-responsable, etc. Et moi, je veux vraiment aborder l'éco-responsabilité comme un choix, et ça doit être le choix de la personne parce que tout le monde ne peut pas s'acheter des produits éco-responsables, et vraiment les aider dans leur croissance et dans leur engagement au niveau de l'environnement. Donc pas juger les personnes qui continuent à acheter un t-shirt chez Zara l'été, mais vraiment les aider à mieux consommer et vraiment à voir les choses autrement. Donc peut-être pas consommer comme ils consommaient avant, mais consommer mieux. Donc consommer moins aussi. Oui, ça peut être progressif en fait, au niveau de la démarche. Et j'ai pas envie de culpabiliser les gens en leur disant c'est pas bien, tu consommes pas. Tu proposes, toi, cette démarche, t'as une proposition finalement, et puis les gens peuvent avancer avec cette proposition et avancer dans les gestes de la vie quotidienne et changer un petit peu les mentalités finalement. Exactement, moi je veux vraiment être avec... je veux les aider à évoluer mentalement vers ce milieu un peu plus responsable de la planète. Donc voilà, pour moi, la bienveillance est hyper important. Et ensuite, la troisième, l'ambition, c'est parce que je crée des pochettes d'ordinateur qui, pour moi, l'ordinateur, ça nous sert comme outil de travail. Et dans ma vie, j'ai toujours été, je pense, quelqu'un d'ambitieux. Et j'adore avoir des personnes ambitieuses autour de moi. Donc vraiment aider... avoir une communauté de personnes ambitieuses qui veulent changer les choses pour le mieux et qui sont vraiment engagées et qui veulent changer le monde d'aujourd'hui, le rendre meilleur. C'est super, c'est une très très belle démarche. Il y a des personnes qui t'inspirent. Quels sont tes modèles? Mes modèles, ce sont mes parents. Ouais. Donc, mon père, bien évidemment, parce c'est un entrepreneur depuis très longtemps. Il a fait un parcours exceptionnel et je l'admire dans la vie de tous les jours. Enfin, vraiment, je suis en admiration avec son parcours. Mes 2 parents sont travailleurs acharnés. Enfin, vraiment, ils travaillent beaucoup, beaucoup. Et ça me motive. Enfin, même ma maman, qui est donc est couturière, mais à côté de ça, elle a son atelier de création. Pareil, elle m'inspire tous les jours parce que c'est une femme incroyable qui travaille énormément, qui adore son travail. Mes 2 parents sont ce sont des grands passionnés de leur travail. Et vraiment, moi, c'est ce que je veux faire plus tard. Enfin, je veux être une passionnée de mon métier. Donc, que ce soit chef d'entreprise avec Berga France ou un autre métier plus tard, je ne sais pas. Mais vraiment, j'aspire vraiment à être épanouie et passionnée de ce que je fais. Tes bureaux sont situés sur le rue Thénois, c'est ça? Oui. Toi, tu es aveyronnaise de base. Je suis aveyronnaise. T'as grandi où, en fait, en Aveyron? Trémouille. Trémouille. C'est tout petit. Oui, c'est tout petit. J'ai grandi là-bas. J'ai passé, pareil, une enfance incroyable. Enfin, j'étais très heureuse, même si après, je suis partie en Angleterre. C'est quand même l'Aveyron, ça restera toujours mon pays de cœur. Là où je suis, je me sens chez moi, quoi. Je me sens vraiment confortable ici. Et voilà, donc j'ai grandi à Trémouille. Et du coup, voilà, donc tes bureaux sont sur le rue Thénois? Oui, pardon, mes bureaux sont sur Rodez. Donc là, moi, je suis, après toutes ces années en Angleterre, je suis revenue chez mes parents pour une question de simplicité, quoi. C'était plus simple pour moi de travailler de chez moi et de ne pas avoir cette responsabilité d'avoir un appartement, etc. Donc voilà, je bosse de chez moi. Donc je suis basée sur Aunay-le-Château. Ouais.
Et du coup, ton usine de fabrication, tu peux nous en parler un petit peu? Donc, tu nous as dit qu'elle était située dans le Tarn, mais je pense qu'ils ont, si j'ai bien compris, ils ont un label qui garantit le savoir-faire. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, oui, oui. Alors, ils ont un label entreprise patrimoine vivant. Donc, c'est déjà, pour contextualiser, j'ai fait énormément d'entreprises en France. J'ai fait beaucoup de demandes. Beaucoup de personnes ont refusé, beaucoup de personnes n'ont pas pu faire ce que je voulais faire. Et eux, ils ont été très accueillants, ils ont vraiment été hyper gentils. C'est une entreprise familiale, donc il y a le père avec le fils. Donc moi, je communique tous les jours avec le fils. Mais c'est vraiment le contact que j'ai eu avec eux depuis le début. C'était un contact très bienveillant, très protecteur aussi, parce que je pense que Philippe, donc le patron, le père de l'entreprise, il a été très protecteur depuis le début, très bienveillant, et vraiment je me suis sentie très en confiance avec eux. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai décidé de travailler avec eux. Et en plus de ça, voilà, ils sont entreprises du patrimoine vivant. Donc c'est reconnu en France comme des entreprises qui respectent les normes humaines, qui font attention à leur émission carbone, etc. D'accord. Et au niveau du savoir-faire aussi, de ce que Et j'ai vu. du savoir-faire de qualité, exactement. Oui. J'ai tendance à l'oublier, mais c'est vraiment un point très, très important aussi. Leur savoir-faire, ils font tout à la main, ils travaillent pour des marques de luxe. Donc c'est aussi pour une question de qualité que j'ai choisi de travailler avec eux. Oui, pour toi, c'est un gage de qualité. Exactement, un gage de qualité, et puis aussi la connexion humaine que j'ai pu avoir avec eux, et les valeurs qu'ils prônent aussi sont un peu les mêmes que Berga France. Donc, D'accord. Et ils sont sur Briatext? Ils sont sur Briatext, ils ont aussi leur marque de maroquinerie de leur côté. Et après, eux, ils produisent aussi à côté, ils sont fabricants et créateurs de maroquinerie. Ok. Pour moi, les matières les plus écologiques sont celles que l'on ne produit pas, sont celles qu'on va récupérer justement dans ces entrepôts. Et c'est au début, en fait, pour vous expliquer, j'avais une envie de créer des pochettes d'ordinateur avec du similé cuir vegan. Donc c'est des cuirs, on va dire entre guillemets, qui sont fabriqués avec de la pomme, du raisin, de l'ananas. Je ne savais même pas que ça existait. Si, ce sont des innovations qui sont incroyables, qui donnent vraiment envie, parce que c'est un gros pas vers l'avant. Et en fait, en réfléchissant, en regardant vraiment la composition de ces matières-là, on voit qu'il y a vraiment 70% de polyester. Donc encore une fois, qui n'est pas forcément éco-responsable. Après, ça dépend. Vraiment, je dénigre aucune entreprise qui utilise ces matières-là, parce que c'est des cuirs véganes. Donc c'est pour les personnes qui sont véganes, c'est très bien cette option-là. Mais moi, ma cible, ce n'était pas les personnes véganes, mais plus les personnes qui sont tournées vers l'éco-responsabilité. Donc déjà, il faut savoir que le cuir, par exemple, c'est un produit qui est... la bête ne va pas être tuée pour son cuir, mais pour sa viande. D'accord. Donc le cuir, en fait, on récupère déjà une matière qui est vouée à être jetée. Car si on n'utilise pas les cuirs des bêtes qui ont été tuées, on va les jeter. Donc en soi... voilà pour le cuir. Et ensuite d'utiliser des cuirs qui sont déjà produits, pour moi c'est vraiment la solution la plus écologique et la plus responsable, parce qu'au final je ne produis aucune nouvelle matière, je fais que optimiser ce qu'on a déjà et ce qui est devant nos yeux mais qu'on ne voit pas forcément, puisque notre société, elle nous pousse à consommer de nouvelles choses tout le temps, et à avoir les dernières innovations, avoir les derniers trucs, mais en fait on a énormément de choses qui sont sous nos yeux et qu'on n'utilise pas. Et qui fait qu'on surproduit systématiquement et de plus en plus. Mais je pense que c'est quand même de plus en plus attendu, le fait qu'on retravaille les matières comme ça. Et ça va être de plus en plus, je pense que ça va être même une exigence. C'est finalement quelque chose qui va être exigé aux entrepreneurs. Aujourd'hui, on est dans une société de surproduction, de surconsommation. Et c'est ça, en fait, qui aussi n'aide pas du tout dans notre démarche éco-responsable. C'est qu'il faut faire attention avec ce qu'on produit. Par exemple, pour Berga France, je produis en petite collection, en petite quantité, en fonction aussi de la demande. Donc, en fait, mon système, c'est quand j'ai une nouvelle collection qui arrive, je fais des préventes pendant 1 mois. Donc, les gens peuvent acheter. Donc, je sais à peu près la demande qu'il y a pour les couleurs, les formes. Donc là, j'aurai 13 et 16 pouces. Et ça me permet aussi de pas surproduire forcément. Une pochette. Et voilà, ça nous aide à vraiment éviter au maximum de polluer en produisant des choses qui ne vont jamais être vendues.
Voilà, ça donne du sens aux valeurs que tu prônes pour ta marque, en fait. C'est complètement dans l'idée de l'éco-responsabilité. Ouais, voilà. Et puis, pour répondre à la question de c'est quoi une marque éco-responsable, c'est aussi d'aller au bout de la démarche. Pour moi, c'est très, très important d'aller au bout de la démarche. Et mon packaging, donc les boîtes d'envoi, tout ça, c'est tout made in France. J'ai vraiment essayé de trouver les meilleures matières premières, les plus écologiques, mais aussi en France ou en Europe, si je ne pouvais pas trouver en France. Et voilà, donc certes, c'est un peu plus cher, mais je sais que c'est du made in France. Je sais que je donne l'argent à des entreprises françaises. Et pour moi, ça, c'est aussi très, très important. Tu as devancé ma question parce que du coup, j'allais te dire pourquoi faire le choix de fabriquer sur l'Occitanie, puisque là, c'est vraiment sur la région, et de ne pas partir vers des lieux sur lesquels tu aurais moins de coûts de fabrication, moins de coûts humains. Voilà. C'est une très bonne question parce que honnêtement, pendant très longtemps, j'ai hésité. Je ne savais pas du tout vers où aller parce que je me disais, voilà, si je produis au Portugal ou en Turquie ou en Espagne, parce que c'est les trois options un peu que j'avais, le prix de vente sera beaucoup moins cher que si je fais de la fabrication française. Ouais. Mais à la fois, je me dis, fabrication française, ça résonne plus avec moi parce que vraiment, je veux... je trouve que le savoir-faire français, il est hyper important. Et donc, c'est pour ça que je me suis dirigée plus vers la France pour fabriquer mes pochettes. Donc, avoir une autre audience, puisque ce sont des pochettes qui sont aujourd'hui à 235 €. Et puis, Groyer, c'est vraiment... je suis tombée sur une entreprise qui me correspond à 100%. Et en plus de ça, elle est à 1 heure et même pas 1 heure de chez moi. Donc c'est quand même incroyable puisque dès qu'il y a un problème dans la production, si je dois y aller, j'y vais en un coup de voiture, je suis à côté. Il y a aussi pas d'avion, donc c'est-à-dire que toutes les matières qui sont envoyées chez eux, elles arrivent en camion parce que moi, toutes les matières que je commande chez l'entreprise, elles viennent tous les cuirs qui arrivent viennent de Paris, donc ils font Paris-Groyer. Donc, on évite les transports en avion. Et ensuite, toutes les pièces qui sont fabriquées dans l'atelier viennent chez moi en camion où moi je vais les chercher. Et pareil, on évite les émissions carbone, les transports en avion qui pour moi est quand même hyper important aussi. C'est pour ça que d'avoir les matières premières qui soient concentrées autour de la France en circuit court, c'est aussi très important. On évite d'émettre trop de carbone. Comment tu vois évoluer ta marque dans un futur proche ou plus long? Dans un futur proche, c'est plus la création de nouveaux modèles, de nouveaux coloris, donc notamment avec le modèle 16 pouces qui a été quand même pas mal demandé. Et ensuite, plus sur du long terme, c'est vraiment élargir ma gamme de produits avec des sacs, avec des porte-monnaies, tout ça. Enfin, vraiment avoir de la vraie maroquinerie. Et voilà, pour moi, c'est vraiment... ça serait vraiment incroyable de pouvoir faire ça un jour. Et quand tu disais qu'est-ce que je voulais faire quand j'avais 12 ans, en fait, depuis que je suis petite, j'adore les sacs. Ouais. J'adore les pochettes, tout ça. Plus les pochettes que les sacs, d'ailleurs. Donc, je me dis, c'est quand même... Donc, tu vois, ça a toujours été au fond de moi. Vraiment, voilà. Je pense que au niveau des accessoires de mode, c'est le sac et les pochettes, ce sont vraiment les accessoires que j'ai toujours aimés. Même une petite anecdote, quand j'étais petite, je collectionnais les sacs, les sacs en plastique. Ouais. Je les collectionnais. Mais je dois en avoir plus de 500. J'en connais pas mal qui ont cette C'est incroyable. Et donc, ma mère, elle doit les avoir toujours dans son garage si elle ne les a pas jetés. Mais vraiment, pendant très, très longtemps, j'ai collectionné tous les sacs que je trouvais. Mais même un sac... Bon, peut-être pas un sac d'une grande enseigne comme un Super U ou quoi, mais les sacs de marque ou des sacs de... Ah, mais je suis convaincue, là, j'invite vraiment tous mes auditeurs à se poser la question, en fait, à quoi ils jouaient quand ils avaient 10-12 ans, est-ce qu'ils avaient des rêves particuliers, quelles étaient leurs passions, parce que je suis convaincue, en fait, qu'on a tous au fond de nous, quand on est enfant, des bribes de ce qui va se passer plus tard, en fait, et des petites choses. Et si on cherche bien, je vous invite à chercher un petit peu, à vous rappeler quand vous étiez enfant et qu'est-ce que vous aimiez. On retrouve des choses adultes. Drôle, plus ou moins tard. Ah oui, bien ça sûr. peut être, toi, ça vient maintenant, mais ça aurait pu être à 40, 50 ans. Voilà.
Est-ce qu'à terme, tu as envie, tu as l'ambition de travailler à l'international ou pas? De vendre à l'international, oui. D'exporter, non. D'accord. Vraiment, si je peux fabriquer toutes mes pièces en France, parce que forcément, la fabrication française, ça a un coût. Il faut vraiment voir si c'est rentable au final le produit, si mes consommateurs ils sont prêts à payer plus cher pour un autre produit. Mais vraiment, voilà, on va dire que la production, je veux vraiment qu'elle reste en France. Et pour après, garder la qualité, voilà, le savoir-faire, garder la français. qualité, le savoir-faire. Et après, bien évidemment, vendre à l'international, ce serait quand même incroyable. Mais bon, dans un premier temps, ce serait surtout d'avoir des distributeurs en France et pourquoi pas d'exporter depuis mon site internet en Europe, dans les pays européens. Oui, parce que là, tu as commencé, si j'ai bien compris, tu as commencé par une campagne de financement participatif avec la plateforme Ulule, c'est ça? Tu peux nous expliquer un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas à quoi ça correspond en fait? Et pourquoi ce choix d'être passé par... Alors à quoi ça correspond? Donc Ulule, en fait, c'est une plateforme qui invite tous les créateurs, toutes les marques à faire des pré-ventes. Donc en gros, je prends mon exemple, donc avec Berga France, je propose mon projet à Ulule. Ils acceptent. Et après, j'ai 4-5 semaines pour mettre mon projet en ligne et récupérer des précommandes. D'accord. Et après, il a fallu que j'ai un objectif. Donc, mon objectif était de vendre 100 pièces, que ce soit des pochettes d'ordinateur ou des porte-cartes. Et si on atteint cet objectif-là, à la fin de la campagne, on récupère l'argent et après, on lance la production, etc. D'accord. Si, par contre, on n'atteint pas les 100% de notre objectif, malheureusement, les gens sont remboursés et la campagne est annulée. D'accord. Donc moi, j'ai eu la chance que mon objectif soit atteint. Mon objectif de 100 préventes, je suis montée à 152 préventes. Super. Donc ça, c'était vraiment incroyable. Trop contente. Ouais, je me doute. Et puis voilà, après, j'ai récupéré l'argent et j'ai pu financer la production. Parce que voilà, pourquoi j'ai aussi décidé de faire cette campagne sur Ulule, c'est pour... Il y a 3 raisons. Donc la première, c'est pour récupérer l'audience de Ulule, parce qu'ils ont quand même une communauté qui est assez grande. La deuxième raison, c'est pour éviter de surproduire des pochettes, si jamais il n'y a pas la demande derrière, c'est pour éviter la surproduction. Et la troisième, c'est le financement. Donc c'est récupérer, on va dire, l'argent avant de produire, avant d'acheter les matières premières. Et donc ça m'évite aussi de me perdre, de m'autofinancer. Oui, puis tu vois aussi quel est l'accueil en fait que les clients... Ouais, voilà, exactement. C'est aussi tester le marché. Ouais. Parce que là, c'est vrai que le marché de la pochette d'ordinateur, c'est pas un marché qui est très attractif. Enfin, quand j'en parle aux gens, je fais des pochettes d'ordinateur. Ils font souvent les gros yeux. Ah bon, elle fait des pochettes d'ordinateur. Après, bon, bien évidemment, je leur explique pourquoi je fais des pochettes d'ordinateur. Mais c'est vrai que la pochette d'ordinateur, c'est pas un objet de maroquinerie très développé, très sexy, on va dire, entre guillemets. Et donc, c'est pour ça qu'aussi, j'ai voulu apporter ce côté un peu plus moderne, un peu plus design à la pochette d'ordinateur. Et donc, voilà, en lançant la campagne Ulule, j'avais vraiment envie de voir ce que les gens en pensaient, si vraiment il y avait une demande pour ce genre de produit. Et donc, j'ai eu ma réponse, je pense. Bah oui, je pense que c'est clair. Là, donc, suite à la campagne Ulule, tu as lancé les commandes, ça y est. Ouais. Donc là, tu as déjà des commandes que tu vas livrer, c'est ça, sur le mois de juin? Voilà. Donc, en fait, là, la production de mes pochettes commence dans mardi, le 14 juin. Donc, je ne sais pas quand est-ce que vous allez écouter ce podcast, mais le 14 juin, la production commence. Ouais. Et après, voilà, la production va prendre 2 semaines. Je reçois toutes les pochettes et j'envoie tout après. Donc, j'envoie aux personnes qui ont précommandé durant ma campagne Ulule et aux personnes qui ont commandé après ma campagne Ulule et qui ont commandé via mon site internet. D'accord. Du coup, les personnes qui ont commandé, ce sont des particuliers lambda? Ouais. J'en ai pas eu beaucoup, mais j'en ai eu quand même... mais c'est des personnes que je connais pas, donc c'est quand même assez... C'est assez plaisant de se dire que des personnes qui ne me connaissent pas, qui commandent une pochette d'ordinateur... Et alors, tu me dis que tu n'en as pas eu beaucoup, ça veut dire que les autres, ce sont qui en fait? Alors, donc là, en fait, pendant la campagne de financement sur Ulule, j'ai eu mon entourage, mais j'ai aussi un pourcentage de personnes que je ne connaissais pas et qui ont juste voulu m'acheter une pochette d'ordinateur. D'accord. Donc ça, pour moi, ça a été un bon point parce que c'est vrai que quand on fait une campagne de financement participatif, les gens qui nous entourent veulent nous aider, veulent participer. Donc ça peut être
à double tranchant. Ça peut être, j'ai l'impression de réussir, mais en fait, c'est parce que c'est mon entourage qui m'a aidée. Oui. Et là, dans le cas de ma campagne Ulule, ça a été vraiment un gros pourcentage de mon entourage qui a voulu m'aider. Et ensuite, des personnes que je ne connaissais pas qui ont commandé... j'ai un client qui m'a commandé 3 pochettes d'ordinateur, 2 porte-cartes. Enfin, vraiment, Génial. Donc, pour moi, c'était vraiment incroyable, quoi. Bah, du coup, c'est une preuve que tu as ce marché-là que tu peux aller chercher et qui est là, qui est prêt à acheter. Voilà, Et j'ai eu beaucoup de retours aussi de personnes pareil, que je ne connaissais pas, qui m'ont dit que c'était un projet très intéressant, qu'ils admiraient ma démarche, etc. Donc ça fait aussi toujours plaisir. Super, ça motive. Ouais, ça motive. Vraiment, ça motive. Sur ton site internet, tu as une petite vidéo qui explique quelle est ta démarche, quel est ton projet, et tu nous expliques quelque chose qui est important si on ne réagit pas d'ici 2050. Tu peux nous en parler ? Oui, en fait, selon les analyses qui ont été faites par le marché et les scientifiques, si on n'agit pas maintenant, si on ne change pas notre mode de consommation, si on ne ralentit pas aussi notre consommation, on risque d'inverser la balance et malheureusement, ce sera trop tard. Donc, c'est dans cette vidéo, quand j'ai dit d'ici 2050, si on ne réagit pas maintenant, d'ici 2050, on aura consommé tout notre budget carbone. C'est vraiment pour alerter les gens et pour leur dire, voilà, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut agir, c'est pas plus tard. C'est maintenant, donc vous n'êtes pas obligé d'agir en achetant une pochette Berga, mais c'est vraiment pour éveiller les consciences et pour leur dire qu'il y a un terme, en fait. C'est pas notre planète, elle n'est pas illimitée. Nos ressources ne sont pas illimitées. Il faut faire attention à ce qu'on consomme et comment on consomme. Donc c'est plus dans cet esprit-là que j'ai voulu éveiller les consciences. Toi, Alix, tu as 23 ans. Par rapport à cette notion en fait, de l'éco-responsabilité, est-ce que tu as l'impression que la jeune génération, elle est plus sensibilisée, sensible à ce sujet-là ? Ah oui, honnêtement, beaucoup plus. Même je vois dans mon entourage, c'est partagé. Il y en a qui n'ont pas ce côté où ils veulent sauver la planète, d'autres qui l'ont. C'est vraiment quelque chose, je pense, que nous, les jeunes générations, devons surtout faire, en fait, parce que on va dire que les anciennes générations, c'est un peu trop tard, même si, bien évidemment, il faut que chacun consomme à sa manière, etc. Mais les jeunes générations, ce sont les générations qui arrivent et qui peuvent changer le monde. Qu'est-ce que c'est qui fait que la jeune génération est plus sensibilisée ? Est-ce que tu penses qu'il y a... C'est le côté positif des réseaux sociaux ? Honnêtement, ouais, les réseaux sociaux aident beaucoup. Il y a beaucoup de... Voilà, on éveille plus les consciences, on a plus conscience de ce qui se passe aujourd'hui, on comprend plus parce que voilà, il y a beaucoup plus de personnes qui en parlent. C'est moins un sujet tabou, c'est moins, je vais dire entre guillemets, une secte de personnes qui veulent les écologistes, etc. Ouais. C'est devenu, c'est dans notre quotidien aujourd'hui. Et c'est partout, dans les entreprises, à la télé, c'est partout. On sait qu'on ne peut pas éviter ce chemin-là, donc... c'est sûr que nous, je pense qu'on est chanceux de pouvoir prendre conscience dès maintenant qu'il faut changer les choses. Ça devient la norme et ça devient une évidence. Et ça devient une évidence. C'est même une obligation aujourd'hui de changer nos modes de consommation. On va bientôt finir cet épisode. Du coup, moi, j'ai quelques questions en lien avec l'Aveyron, forcément. Est-ce qu'il y a un endroit en Aveyron que tu affectionnes particulièrement ? Où tu aimes te retrouver chez moi. Donc à Trémouille. Chez ma mère, exactement. Chez ma mère. J'adore y retourner. C'est très confortable. C'est chez moi. C'est là où j'ai grandi. C'est vraiment un nid douillet. Je suis toujours hyper bien accueillie. Enfin, voilà, quoi. D'accord. Est-ce que tu aurais un mot pour représenter l'Aveyron ? L'Aveyron, je dirais le savoir-faire, parce qu'on a beaucoup d'artisans de qualité qui font des choses incroyables au niveau de la nourriture, au niveau de la maroquinerie. Bon, après, moi, je connais pas non plus tous les domaines, mais même dans l'agriculture, etc. Vraiment, je trouve qu'ici, on a énormément de ressources, on a énormément de choses incroyables, de personnes, d'artisans qui font des choses incroyables. Et aussi, la communauté aveyronnaise, je trouve qu'elle est très importante. Et ça, je l'ai remarqué quand je suis revenue en Aveyron, en disant que voilà, je suis une entrepreneuse aveyronnaise. Je vois que les Aveyronnais, ils adorent ça parce qu'ils se disent, voilà, c'est l'Aveyron, c'est un peu un pays, l'Aveyron. Oui, mais c'est sûr. Il y a la mafia aveyronnaise un petit peu partout dans le monde, en fait. Exactement. Il y a toujours des clubs aveyronnais partout. Ouais, mais c'est vrai. Du coup, tu as trouvé des Aveyronnais en Australie ou pas du tout ? En Australie, j'ai pas trouvé d'Aveyronnais, il me semble pas.
Il doit y en avoir. Hein. Si jamais il y en a qui nous écoutent là-bas, peut-être qu'ils nous fassent un petit coucou sur les réseaux sociaux. Et puis, il doit y avoir les Aveyronnais en Australie ou sur Facebook. Oui, il faudrait regarder. Il faudrait chercher. C'est sûr. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à aujourd'hui, Alix? De réussir à développer Berga comme je le souhaite. Ouais. Et d'être heureuse et épanouie dans ce que je fais au quotidien et de continuer à être motivée et à créer et à développer d'autres produits pour Berga France. À rester alignée avec tes valeurs. Exact. Ah oui, surtout ça. Surtout rester alignée à mes valeurs. Les gens qui écoutent l'épisode, s'ils veulent te contacter... Alors, ils peuvent me contacter sur mon compte perso sur Instagram, @alix.bergoun, et après sur mon compte Berga France, donc c'est @bergafrance. Et là, j'ai LinkedIn, Facebook, Instagram. N'hésitez pas à m'envoyer un message. Je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. Et sur mon site internet aussi, si vous voulez aller faire un tour. Ouais, super. Je mettrai tout ça et puis j'invite vraiment les auditeurs à aller regarder tout ce que tu fais. Je pense que jusqu'à maintenant, tu as vraiment donné pas mal d'informations sur ce que tu fais, sur la façon dont tu le fais. Donc voilà, c'est en lien avec ce qu'on disait au début de l'épisode, hein, le fait d'être authentique et d'être transparent sur Berga France, sur l'activité en elle-même. Et je pense que ça, c'est aussi un gage de confiance pour ta marque et ce que tu fais. Oui, bien évidemment, j'espère que les gens ils sauront faire confiance à Berga France parce que j'explique énormément de choses et je suis très transparente sur plein de choses. Donc voilà, j'espère que ça marchera et que mes clients ils feront confiance à Berga France. Ok, super. En tout cas, je te souhaite vraiment tout le meilleur. Merci pour la suite. Merci de m'avoir invité sur le podcast. Je t'en prie, ça m'a fait vraiment plaisir. Moi aussi. Bon, super. Bonne continuation à toi. Merci à toi aussi. Merci. Et voilà, l'épisode numéro 3 est terminé. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Je vous indiquerai les coordonnées d'Alix et de Berga France directement dans les notes de l'épisode. Si ça vous a vraiment plu, lâchez-vous, mettez une note 5 étoiles et un petit commentaire sur la plateforme de votre choix ou directement sur le site web du podcast. Je vous dis à très bientôt pour l'épisode numéro 4. On va passer là aussi un bon moment. À très bientôt. Salut!